Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse principalement du fondamental de la semaine à venir parce qu'il y a pas mal de choses qui vont tomber cette semaine. Donc on va pas mal s'axer là-dessus. On va faire de la price action également et puis comme d'habitude la liquidité. Excusez-moi. On est là sur BTC face au dollar. On est en weekly. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et bien sûr, mettre un like. C'est important. Prendre les 2 secondes pour enlever le plein écran, mettre un petit like. C'est vraiment des choses qui poussent la chaîne vers le haut. Donc, on vous remercie pour ça. Je vous remercie pour ça. Ici, on a quand même 3 doji à la suite. Donc, 3 semaines qu'on va qualifier d'indécision, c'est-à-dire des bougies sans corps avec une forte extrémité, pas mal de volatilité en haut comme en bas, mais enfin pas mal de volatilité, non, c'est même pas énorme, mais bon voilà, on est toujours pour moi dans une contraction. Si on regarde le daily, on est toujours entre la contraction de cette trend ici qui est en daily et on est également en train de comprimer sur cette trend ici qu'on voit qui est en 4 heures. On vient d'en coucher une, auparavant j'en avais une autre, là je l'ai modifiée il y a de ça quelques temps. On vient de coucher très légèrement une trend qui était dans une time frame plus petite et celle-ci pour le moment elle n'est que potentielle. C'est-à-dire que là, bon là je voulais en daily mais si je passe sur le 4 heures, eh bien, on est sur cette 4 heures là, voilà. Donc on est en train ici de, et pardon d'ailleurs, on est bien en 4 heures ici, oui, donc autant pour moi, on devrait aller d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation, donc c'est pas du tout une 4 heures, on va la reprendre en daily, autant pour moi. Voilà, on va dire que c'est une daily potentielle, c'est-à-dire que la journée n'est pas finie là, donc on ne sait pas quelle sera la couleur de cette bougie là. Pour l'instant, on va la garder comme ça, c'est-à-dire qu'on va la mettre plutôt ici, et on est sur une daily qui contracte une daily. On a une 4 heures qui était là juste avant, qui a potentiellement été perdue dernièrement, donc ça veut dire que pour le moment, on a plutôt une action de prix qui va vers le haut, mais on est toujours dans ce fameux triangle de contraction. Triangle de contraction duquel, vous le voyez, hein, de toute façon, c'est pas très compliqué de le voir, on est ici dans un range. Pour le moment, on a quand même plus de chances de continuer, on va dire, la latéralisation actuelle qui est la tendance plus ou moins daily. En tout cas, en daily, on voit qu'on est en train de contracter, vous le voyez ici. Donc potentiellement voilà, ce qu'on s'attend à voir éventuellement c'est une continuation soit vers le haut, soit éventuellement un round top, c'est-à-dire ici on en sort vers le bas. On va aller regarder la liquidité pour voir éventuellement ce que tout ça peut nous dire dans le futur, mais déjà à la perte de une trend ou de l'autre, on aura quand même un premier signal de ce qu'il peut éventuellement se passer. Bien évidemment la perte également de ces niveaux-là, c'est-à-dire une bougie entière ici au-delà de ce point-là qui marque le haut du range, ou une bougie entière en deçà de ce point-là qui marque le bas du range, pourrait nous donner bien évidemment une énorme indication sur la potentielle direction. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de momentum, on voit qu'on a accumulé pas mal de divergences baissières, en tout cas jusque là. Ensuite, on fait pas vraiment de nouveaux plus hauts sur le prix, donc ça, je le considère pas vraiment, si ce n'est que ça confirme la divergence potentielle précédente. Un RSI stochastique qui est en bas, qui pour l'instant est en train de ressortir de sa zone de survente et de potentiellement passer vers le haut. Un shop, donc un indice de volatilité à venir, qui a touché le 100%, enfin il était à 72 en daily, c'est plutôt important, et qui à ce stade est en train de se décharger, et on voit que c'est peut-être potentiellement vers le haut. Sur le market Cypher, on a eu 2 vagues d'achat qui étaient, la première était plus forte que la deuxième, donc ici on a une forme de divergence baissière, en tout cas sur le momentum sur le Cypher. Par contre ici vous le voyez, on a une VWAP qui s'écarte du zéro et on attaque une nouvelle vague d'achat. Donc est-ce que ça sera une troisième vague d'achat qui elle-même est plus petite que les 2 premières, donc ça confirmerait vraiment la divergence, ou alors est-ce qu'elle va venir péter l'ancienne divergence et complètement exploser les niveaux ici? C'est plus ou moins ce qu'on s'attend, hein. C'est ça la direction aussi que va nous donner éventuellement le momentum. On passe ici sur le 4 heures. Vous voyez qu'à ce stade, on va dire que le 4 heures est toujours également à la latéralisation très légèrement haussier, vous le voyez ici, hein, sur la tendance 4 heures, on est peut-être en train de passer sur du haussier. On va voir ici à l'attaque à la fois de cette trend et à la fois encore une fois de ce point-là, les 28 593, ce que ça peut éventuellement nous donner. Et si on regarde ici la structure 1 heure, structure 1 heure qui pour le moment est haussière, on rebondit très légèrement sur la trend daily ici, donc tout cela est plutôt propre. Et sur la 5 minutes,
on est sur une structure qui est très légèrement haussière également, comme ceci, d'accord? Donc là, à ce stade, pour moi, assez peu de volatilité. Ici, vous voyez que peut-être on est en train de retourner la 5 minutes. Assez peu de volatilité. Est-ce que une volatilité, par exemple, en 5 minutes de $100 sur des mouvements finalement assez longs, hein, puisque là, on parle de mouvements qui font à peu près 2 ou 3 heures, une centaine de dollars sur quelques minutes vaut le fait de tenir un trade, de rester dedans et d'essayer de voir comment ça se passe? Non, pas nécessairement. Pour moi, c'est pas forcément ici intéressant de scalper le 5 minutes. Peut-être prendre une position en vous disant que on va soit péter en haut, soit péter en bas. Donc, essayez plutôt de chercher une position un peu plus longue, un peu plus swing. Mais à ce stade-là, pour moi, pas vraiment d'intérêt, étant donné qu'on comprime à ce point-là, de chercher, en tout cas sur BTC, des positions en scalp. En tout cas, voilà, j'y vois pas l'intérêt de perdre du temps là-dessus, alors qu'on n'a pas nécessairement ici de direction, encore une fois, valable. Sur Ethereum, toujours la même chose, on a une daily qui est très légèrement baissière, elle est haussière certes vraiment sur une échelle de 3-4 jours, hein, sur ce qu'on peut voir, mais ça fait 3 ou 4 jours qu'elle est à la diminution. Pour le moment, on tient une trend d'accumulation qui est celle-ci, et on tient une trend de distribution qui est celle-là, donc c'est un petit peu la même chose que sur BTC. Pour moi, on est en train de comprimer également sur Ethereum, soit on casse cette trend à la hausse, et à ce moment-là, ça nous donne effectivement un indice comme quoi on va effectivement casser les 1940, soit on perd cette trend d'accumulation qui est là. Et là, du coup, ça nous donne un indice que peut-être le point pivot qui va être attaqué, c'est tout simplement le début ici de cette trend, c'est-à-dire les 1625. On ne sait pas réellement ici où est le point pivot en amont. Par exemple, on pourrait très bien ici, vous le voyez ici, on a touché par 2 fois ce support-là, donc juste venir au 1760, et puis ensuite, voilà, ce mouvement serait, entre guillemets, ce mouvement baissier nous donnerait l'exactitude d'un range également. Sur Ether, j'en ai déjà parlé hier, mais on est sur un range au-dessus du range, ça c'était le range précédent, et désormais vous voyez qu'on a cassé ce range en haut et qu'on vient retester sa borne haute qui est désormais la borne basse du nouveau range. Donc voilà, à voir également, donc dans cette compression on peut aussi voir d'autres choses qui nous disent que pour le moment en tout cas ce niveau là tient. Si jamais par contre on réintègre effectivement ce niveau là, on a toutes les chances de venir éventuellement retester la borne basse de ce précédent range qui se trouverait au 1715, donc ça fait quand même un joli short éventuellement à prendre sur Ethereum. Pour le moment encore une fois, rien de confirmé. La 4 heures est très légèrement baissière sur Ether, et puis voilà, en ce qui concerne la 1 heure, maintenant vous savez faire, hein, on a une heure où on ne sait pas vraiment où elle va pour le moment, on est plutôt ici en train de suivre la 4 heures, on n'a pas de signe de retournement de la 1 heure, le signe de retournement ça serait soit un W, soit une épaule, tête-épaule, éventuellement comme ceci par exemple, où là vous auriez épaule, tête, épaule, etc. Pour le moment aucune structure de retournement qui nous dit qu'on a quelque chose en 1 heure qui va venir casser la trend baissière de la 4 heures, et sur le 15 minutes... Sur le 15 minutes, on a peut-être un retournement ici, en tout cas c'est à voir. Vous voyez qu'on avait une 15 minutes ici qui était plutôt haussière, on a perdu ici un creux, qui est celui-ci, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, on a quand même un point qui semble donner ici un petit peu de support, c'est celui-ci, on va voir ici à ce stade-là comment il s'en sort, est-ce qu'il rebondit en haut ou est-ce qu'il casse en bas, voilà, mais pour le moment en tout cas sur la 15 minutes, ça reste pour moi plutôt indécis et c'est plutôt également une compression qu'on peut voir. Donc déjà observer éventuellement cette compression en 15 minutes peut vous donner l'éventuelle direction pour ce qui est de la 1 heure qui vienne éventuellement casser la 4 heures et ainsi de suite. Stablecoin dominance on va pas faire aujourd'hui, on a déjà fait un point assez fort hier. Ethereum BTC il se passe pas grand chose donc on va pas faire non plus, donc on va attaquer tout de suite principalement sur les news. En ce qui concerne Ethereum, il faut bien comprendre que la grosse news elle est le 12 avril et c'est la Shanghai Update, la Chapela, ou je sais plus comment elle s'appelle, Chamela, enfin voilà, et c'est 2 noms de villes qui sont mis ensemble, je me rappelle plus du nom de la deuxième, mais en gros voilà, on aura ici une réponse également sur Ethereum, puisque les Ethereum stackés vont pouvoir être déstackés, et potentiellement, est-ce que ça va nous donner une force vendeuse, ou alors est-ce que ça va amener encore plus d'attractivité sur Ethereum, puisque vous aurez du stacking qui est beaucoup plus liquide que ce que c'était par le passé, au sens où parfois les institutionnels aiment bien ce type d'asset, où vous pouvez assez facilement rentrer, prendre du yield, mais quand même également sortir assez rapidement, et du coup libérer votre investissement type
bons du trésor par exemple sur des courtes maturités où par exemple vous pouvez assez facilement revendre ces bons ou tout simplement attendre la fin de leur maturité de manière à en sortir. Donc ça reste voilà des assets qui sont relativement peu risqués mais qui ont un très léger rendement à côté, ce qui plaît parfois aux investisseurs. Ici, on voit les earnings, la saison des earnings qui commence, puisqu'on est le 10 avril, donc ça veut dire qu'on a les résultats du premier trimestre 2023 qui vont commencer à sortir. En l'occurrence, vous voyez que c'est plutôt la semaine prochaine où on aura toute la banque. On commencera à avoir des choses, d'ailleurs, vendredi même, où on aura JP Morgan qui va publier et pas mal de choses this week, voilà ça. À partir de vendredi, on aura les publications de tout le secteur bancaire qui vont commencer. JP Morgan, vous le voyez ici, BlackRock, Citigroup. Donc ça va être vraiment un gros rendez-vous parce que en ce moment il y a une forme de crise bancaire aux États-Unis. Donc ça va être vraiment assez important, je pense. C'est plus la semaine d'après, donc le 17, dans lequel on aura vraiment tous les earnings qui vont commencer à tomber les uns après les autres et sur lesquels ici les stocks vont commencer ici à pricer réellement quelque chose. Si on sent qu'il y a des earnings qui diminuent, une récession, des choses comme ça, etc., ça pourrait vouloir nous dire une petite correction sur les stocks, mais en tout cas un pivot de la Fed également qui va arriver. Donc là, la question c'est à quel moment je rentre, sachant que la courbe des taux est inversée, on va avoir une récession, il y a toutes ces choses, etc., qui guettent, mais le marché va nécessairement front-runner et il va anticiper un pivot de la Fed avant que ce pivot n'arrive. Et sur Bitcoin, on sait que Bitcoin est quand même relativement sensible à la liquidité, c'est-à-dire la liquidité présente, c'est-à-dire bien évidemment tout ce qui a trait à la liquidité sur le marché plus qu'à l'inflation d'ailleurs. Bitcoin a été créé au narratif de récession, on ne sait pas comment Bitcoin réagit puisque Bitcoin a été créé en 2009 et la dernière récession c'était en 2008, la dernière grosse récession. Donc en l'occurrence ici, soit il y a quelque chose qui craque et effectivement c'est ça qui fait pivoter la Fed, et si ça craque, comprenez bien que ça veut dire potentiellement un moins 30% sur les actions et peut-être un moins 30% également sur Bitcoin, soit il n'y a rien qui craque et à ce moment-là, du coup on est entre guillemets pas mal pour ceux qui sont éventuellement en train d'accumuler ici à ce stade. Donc on est sur certaines personnes qui pensent d'une certaine manière, c'est-à-dire oui ça va passer, et on est sur d'autres personnes qui pensent que ça ne passera pas et qui du coup se disent moi je préfère soit rentrer plus bas, soit tout simplement vendre même actuellement mes BTC. Il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que en ce moment, je pense que c'est là, non, attends pour moi, peut-être ici. Je pense que c'était sur Cointelegraph. Je vais essayer de vous retrouver. Je vais vous retrouver ça, oui. Oui, c'est entre guillemets que on a en ce moment Bitcoin qui corrèle plus au gold, donc plus à la narration de réserve de valeur qu'au S&P 500, c'est-à-dire à la narration de actifs entre guillemets technologiques ou grosses compagnies tech ou un des GAFAM ou voilà. En ce moment, Bitcoin est beaucoup plus corrélé au gold. Donc ça c'est intéressant. C'est moment de crise bancaire. Bitcoin a été créé pour ça. Peut-être qu'on est en train de recoller aux fondamentaux de Bitcoin, c'est-à-dire de toute façon, à la fin, il n'y en aura que 21 millions en 2140 et l'idée c'est peut-être que concrètement les gens se disent peut-être que c'est pas un si mauvais hedge que ça, soit d'acheter du gold, soit d'avoir du Bitcoin en ce moment plutôt que d'avoir de l'argent à la banque. On voit également, et moi je trouve en tout cas que c'est pas mal le cas en France, bon à voir dans les autres pays, etc., que finalement cette crise financière bancaire a tendance à redonner un petit coup de boost à l'immobilier, et c'est-à-dire que vous avez même des gens qui se disent je préfère finalement avoir 400 000 euros investis dans un appartement que de les avoir à la banque, même si cet appartement perd un peu de valeur, et bien à ce moment-là, de toute façon, j'aurais au moins préservé 100% de ce que j'avais au départ, et à un moment donné, l'immobilier se remettra dans les clous. Ça, en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Période charnière le 23 mars à peu près, donc il y a de ça une quinzaine de jours, moment où finalement Bitcoin se corrèle plus au gold qu'au S&P 500. On a fait le point là-dessus. Je suis pas mal passé du coq à l'âne. Bien entendu, en ce moment aussi, beaucoup de tensions géopolitiques. Tensions géopolitiques entre Biden d'un côté par rapport à la Russie, bien évidemment, mais également tensions géopolitiques par rapport à la Chine. Vous le voyez ici, la Chine qui se rajoute 18 tonnes d'or. Et en ce moment, l'accumulation en or de la Chine est vraiment assez impressionnante.
J'étais tombé sur une charte il y a pas longtemps, où vraiment c'est relativement impressionnant de le voir. Donc on peut se dire, à partir du moment où l'or est en train d'être capté par des grands acteurs, est-ce qu'il ne va pas y avoir ici potentiellement une nouvelle monnaie d'un nouveau bloc, les BRICS, qui représentent plus de 50% de la création de richesse dans le monde, puisque en ce moment c'est le cas. On sait désormais que les BRICS ont, on va dire, les puissances de l'Ouest occidental représentaient auparavant plus de 50% du PIB, et on vient juste de passer cette barrière où finalement l'autre bloc est en train de produire plus en termes de richesse mondiale. Donc ça c'est intéressant. Peut-être que des projets comme Pax Gold, ou en termes de crypto en tout cas, le fait d'aller chercher sur des projets qui sont peut-être liés à l'or, est peut-être un hedge qui lui également est intéressant. Tension géopolitique également autour de Taïwan. On a vu également la visite là de Macron dernièrement, qui était un petit peu... je vais pas tellement donner mon avis là-dessus, mais en gros, il a pris l'Union européenne dans ses bagages en emmenant Ursula von der Leyen. Il a essayé de faire un petit peu la leçon, et les Chinois, comme d'habitude, ont joué l'ambiguïté, ce qu'ils savent très bien faire. Et ça fait 200 ans que les Chinois jouent l'ambiguïté tout en plaçant leurs pions de manière extrêmement intéressante et extrêmement utile derrière. Donc, ça, c'est à surveiller également. Mais Taïwan, vous le voyez, à peine Macron dans l'avion, on a déjà autour de Taïwan finalement des choses. J'ai donné mon avis également là-dessus, j'ai fait toute une vidéo sur Taïwan, à la fois sur les semi-conducteurs, donc j'en ai fait une vraiment dédiée sur les semi-conducteurs, j'en ai fait une autre également il y a pas très longtemps sur la Chine et comment se place la Chine, avec notamment des références aux guerres de l'opium, à toutes ces choses-là, et le fait que la Chine vient de passer 2 siècles d'humiliation, et que en ce moment elle est tout simplement en train de reprendre une place, mais qui est sa place un peu normale, en tout cas à son sens. Et Taïwan, on peut penser ce qu'on veut aussi, mais Taïwan à un certain moment n'a pas été réellement à un moment donné, je crois que c'était la République démocratique de Chine d'ailleurs, Taïwan, il y avait la République populaire, la République démocratique, ensuite on l'a appelé Taïwan par habitude, on va dire, voilà. Mais il faut bien comprendre ici que oui, d'une certaine manière, Taïwan fait un petit peu partie de la Chine, que oui, d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui voudraient pas, qui sont taïwanais, qui ne veulent pas tout simplement retourner à la Chine. Il y a on va dire que c'est un tiers, il y a à peu près un tiers également qui dit, moi je serais prêt à le faire si jamais on me donne des garanties, des fortes garanties que j'aurai les mêmes, tout simplement la même liberté, si on peut appeler ça comme ça. Et puis vous avez un tiers qui est carrément pro-chinois, sachant que le premier partenaire économique de Taïwan, c'est bien entendu la Chine, étant donné la proximité. Donc voilà, donc il y a des ambiguïtés ici que nous on n'a pas, c'est pas des ambiguïtés, il y a des subtilités que nous on n'a pas dans nos news, parce que nous dans nos news on veut nous faire penser que les pauvres Taïwanais sont sur leur pauvre petit rocher et qu'ils ont peur d'un envahisseur chinois, etc. Alors que pour les Chinois et pour une grande partie des Chinois, la réconciliation avec Taïwan s'appelle la grande réconciliation, et c'est une partie à part entière qui est chinoise, tout simplement parce que le gouvernement de Chiang Kai-shek à l'époque était parti et s'était exilé en Chine à l'époque de la révolution maoïste, et que donc du coup pour eux voilà, ce sont les mêmes personnes, etc. Comme on a peut-être pu certaines personnes ont pu le réfléchir, par exemple quand il y a eu la réunification de l'Allemagne ou ce genre de choses. C'est très compliqué d'aborder ces sujets-là en essayant de se mettre dans les baskets de celui d'en face. Donc du coup, je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision qui en tout cas va un petit peu plus loin que ce qu'on nous donne nous dans nos infos, qui sont finalement extrêmement manichéennes et extrêmement réductrices en termes de possibilités de penser. Voilà. En tout cas, j'ai fait un gros aparté, là je suis parti un petit peu en sucette. BitGet qui investit 100 millions sur le Web3 en Asie. Ça c'est intéressant parce que il va peut-être y avoir certains coins qui vont en bénéficier, ou en tout cas si BitGet considère que c'est une narration importante, pourquoi pas. On a également aujourd'hui le lancement du ChainGPT sur KuCoin, BitGet, Bybit, enfin c'est un gros lancement. Je voulais expliquer il y a pas longtemps, je vous ai dit, moi j'ai fait une vidéo sur mon portefeuille hier, et moi il me manque un peu des coins autour de l'intelligence artificielle. Alors malheureusement j'ai pas, moi je prends pas les lancements en général tout de suite, donc j'essaye d'attendre que le coin trouve tout simplement un palier. Pour le moment je rentrerai pas sur celui-là, mais vous voyez qu'on a fait un joli petit 2500%, donc un x26 depuis le lancement, et ça c'était le lancement, c'est fait aujourd'hui à 14h.
Moi j'aime bien attendre que ça recorrige cette histoire-là, et puis ensuite essayer de voir un palier, voir ce que vaut le projet. Alors je suis allé voir, même avant le lancement, hein, là ce lancement m'intéressait, je l'ai pas pris parce que je trouvais que la narration était sympa, etc. En tout cas c'est un lancement extrêmement bien réussi, vous le voyez, puisqu'on a effectivement, vous le voyez là, les exchanges sur lesquels ça a été listé. Et en tout cas, globalement c'est une ressource de ChatGPT adaptée à la blockchain, c'est-à-dire effectivement crée-moi un smart contract pour déployer un token ERC20 sur Ethereum qui fait ça, etc. Et finalement, le projet n'est pas encore vraiment rentré. Il y a un espèce de petit prototype que vous pouvez aller essayer en ligne. Je vous invite vraiment ici à essayer d'aller comprendre sur quoi vous investissez si jamais vous le faites. En tout cas, visiblement, quand même, un projet qui est en lien avec OpenAI et avec l'intelligence artificielle adaptée à la blockchain. Donc plutôt, voilà, autour du coding. Mais projet intéressant s'il en est, autour de, et en tout cas qui a très très bien fonctionné à son lancement. Donc ça c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a déjà eu un beau lancement. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Le CPI, bien évidemment, pour terminer sur le calendrier économique, CPI, ce sera mercredi. Minute de la Fed, ça sera également mercredi. Donc, on aura pas mal d'infos sur ce que pourrait faire la Fed dans le futur ce mercredi. Donc, suivez bien ici à, du coup, 14h ou 15h30. Je sais plus maintenant qu'on a rechangé d'heure à nouveau. Et resuivez bien, évidemment, ça devrait être autour de 2h. Ça doit faire du 20h chez nous. 20h chez nous, et ça doit être du 14h30, je pense, si je me trompe pas. Je vous dirai, si jamais j'ai fait une erreur, je vous le dirai dans les commentaires. Mais c'est ici, mercredi, une journée extrêmement importante. Comprenez que les earnings, ils vont commencer vendredi. Comprenez que ça va être une semaine relativement chargée. Pour le moment, pas d'informations plus que ça autour du procès puisqu'on va parler régulation maintenant, parce que c'est une narration assez importante. Régulation, rien d'extrêmement important autour du procès XRP contre la SEC. On attend aussi des choses éventuellement de ce côté-là, peut-être potentiellement pour cette semaine. On va passer désormais à la liquidité, mais avant ça, je vous envoie, comme d'habitude, la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention.
Voilà, on a fait il y a pas longtemps le tirage au sort des 40 affiliés. Bravo à Noldar qui a gagné 200 USDT et maintenant on part pour les 60, donc n'hésitez pas. Ici également Qcoin qui est partenaire désormais, donc c'est pas dans la pub, mais vous pouvez également vous affilier sur Qcoin et vous aurez les mêmes conditions, c'est-à-dire venir vous présenter sur le Discord, etc. Et à ce moment-là, même exactement la même chose. Hier, on a liquidé 49 millions de dollars, donc c'est une journée plutôt moins, avec pas beaucoup d'open interest, on va dire. 23 millions sur BTC, 10 millions sur Ether. Donc là, on revient dans des zones un peu plus normales. Les derniers jours, on avait eu beaucoup d'open interest sur Ether. Et là, vous voyez que c'est Bitcoin qui revient un petit peu sur le devant. On a liquidé principalement du short, sauf sur Bitfinex, où on a liquidé principalement du long. On passe sur le carnet d'ordre. Sur le carnet d'ordre, ce qui peut être éventuellement intéressant de regarder, c'est que on a eu ici un ordre qui a été fill, alors il est là à 600 bitcoins à la vente, donc ça c'était autour des 28 200 dollars, pardon. Et puis voilà, bon globalement on a à peu près autant d'ordres à l'achat ici qu'à la vente au-dessus, un peu plus à la vente certainement au-dessus, donc là si on tape au-dessus du range, eh bien on a pas mal de force vendeuse qui va quand même se mettre en avant ici, vous le voyez principalement jusqu'aux 30 000 dollars. Donc si on veut péter les 30 000 dollars, il faudra un sacré momentum d'achat, donc il faudra une news, il faudra quelque chose, c'est pour ça que j'ai beaucoup élaboré aujourd'hui qu'est-ce que va donner la semaine prochaine. On a beaucoup travaillé aussi sur le CPI, on a déjà travaillé sur le CPI. Personnellement, je pense que ce sera un bon CPI, en tout cas de ce qu'on voit sur Trueflation et de ce qu'on voit sur l'outil de la Fed de Cleveland. Il se pourrait que ce soit un bon CPI. Maintenant, c'est assez difficile, hein, bien évidemment, ici d'avoir la bonne vision, la bonne visibilité sur eh bien, des informations qui sont des statistiques comme celle-là, hein, plutôt impossibles à calculer, mais nos indicateurs peuvent nous dire que éventuellement ici il y aura peut-être quelque chose. Ce qu'on pourrait éventuellement les regarder, ce sont comment fonctionnent en ce moment les taux à 2 ans. Souvent les taux à 2 ans ont tendance à frontonner ce que va nous dire la Fed. On va d'ailleurs, pour compléter l'analyse qu'on avait faite sur Trueflation et sur le CPI, éventuellement aller les voir après si je n'oublie pas. Pour moi sur Bitcoin, il n'y a rien à rajouter là, c'est-à-dire qu'on a une hausse de l'open interest. D'abord elle se fait principalement sur du long puisqu'on clôture du short sur toute cette zone là. Ici on redescend et ici on remonte. Vous voyez que le prix suit parfaitement l'open interest. J'ai pas réellement d'anomalie, on va dire, à mettre en avant. Donc on pourrait éventuellement mettre ici un point en trétillé en bas, en rouge, qui serait un niveau de longueur à venir chercher, et un point en trétillé en haut, mais j'ai pas d'anomalie majeure, donc du coup on peut pas vraiment ici se prononcer sur la direction, en tout cas sur le très court terme, sur tout ce qui s'est fait sur cette montée là. J'ai quand même l'impression qu'on a un peu plus de longues qui sont rentrés sur ce mouvement-là que de short, mais c'est ce qu'on pourra éventuellement voir après avec les poches de liquidité, mais voilà, ou en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une perte d'intérêt en ce moment et assez peu. Alors c'est pas vraiment le cas, excusez-moi, je reviens sur mon analyse, mais alors, on va élaborer un peu ici et peut-être développer un petit peu ce que je vous dis parce que c'est important de le faire. Je suis quelqu'un qui aime bien rentrer dans le détail, vous le savez, c'est ce qui fait qu'on a des vidéos en général qui sont relativement longues, mais d'une certaine manière ici on arrive sur un endroit où on a tendance à déleverager, c'est-à-dire les 6 milliards. On est en train de reprendre ici toute cette zone avec de l'open interest qui rentre, mais dans les deux sens, on en a au-dessus et au-dessous. Vous voyez que le funding reste à l'équilibrium, on n'a pas des niveaux de funding incroyables vers le haut, on n'a pas des niveaux de funding incroyables vers le bas. Donc oui, on a de la liquidité au-dessus, oui, on en a en dessous. En tout cas, sur le court terme, c'est ce qu'on peut voir. Le funding va vous dire le taux d'intérêt variable que payent les shorters ou les longueurs. Et là, vous voyez qu'on fait des incursions dans un funding positif, négatif. En gros, on est en train de se balader entre les deux, là où on était effectivement beaucoup plus dans le positif, et ben finalement là on est en train d'accumuler et au-dessus et au-dessous de la valeur. C'est pour ça que pour moi, le fondamental de cette semaine va être très important. Les earnings, je vous l'ai dit, la régulation bien évidemment, également bien évidemment aussi eh bien le CPI. C'est ça qui va pouvoir faire le petit déclic, le petit coup de pied dans la fourmilière qui va pousser le prix soit vers le haut, soit vers le bas. Ça, pour moi, c'est fondamental. La deuxième chose ici, et c'est ce qu'il faut comprendre également, et du coup, je vais compléter mon analyse que j'ai donnée par le passé en disant, bah, vous voyez, à chaque fois, quand on arrive aux 6 milliards d'open interest, on a tendance à déleverager. Vous voyez que ça avait été le cas ici. Ici, on a touché les 6 milliards, boom, deleveraging. Ici, on a touché les 6 milliards, boom, deleveraging. Ici, on a touché les 6 milliards, boom, deleveraging. D'accord? Donc, on
a tendance assez souvent à avoir ce genre d'épisode. Là, on n'y était pas, on était à 5,79, mais on a eu aussi un épisode de deleveraging vers le bas. En l'occurrence, puisque là, on est en bear market, souvent les deleveraging en bear market se font vers le bas. Maintenant, si on est repassé en bull market, il est tout à fait possible qu'on aille deleverager vers le haut. Ça, c'est très important, et c'est d'ailleurs d'une certaine manière une possibilité vraiment importante. Cela dit, vous le voyez ici, cette trend sur la demande au spot, on n'arrive pas à passer au-dessus de cette trend. Donc, et là, je regarde une trend qui date d'1 an. Donc on est juste en ce moment en fait au retest finalement, un petit peu comme on était à une forme de retest ici, juste avant la chute FTX, etc. Et également, ce qu'il faut remettre en avant, c'est plus le ratio Open Interest, donc des 6 milliards, divisé par market cap, d'une certaine manière, qu'il est intéressant éventuellement de regarder. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement... effectivement, là, on est à peu près, je pense que en ce moment, la market cap, ça doit être de Bitcoin, ça doit être 600, je pense, quelque chose comme ça, à vérifier. Mais petit 6 ou 800, il faudrait que je regarde. Mais en l'occurrence, vous le voyez, on est ici dans une market cap quand même plus importante. En gros, si on allait chercher les niveaux précédents, on serait à peu près au deleveraging qu'on avait fait à peu près pendant ici, d'accord, c'est-à-dire vous le voyez là on était sur une market cap à peu près équivalente puisque Bitcoin était à peu près au même prix, hein, là on est très légèrement en dessous, mais ça c'est extrêmement important à comprendre aussi. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais en gros il faut aussi, oui 6 milliards c'est un chiffre où on a tendance à deleverager, mais il faut aussi peut-être prendre un tout petit peu en compte la market cap. Donc c'est un endroit dans lequel on aime bien deleverager et je pense qu'on va le faire. Personnellement, j'ai pas nécessairement ici de certitude sur ce sujet-là. Et ici sur Ethereum, puisqu'en ce moment on va dire je suis assez intéressé pour trader Ethereum, je vous ai déjà mis les niveaux et en l'occurrence on a 2 niveaux de long. Vous voyez que celui-ci a déjà été pris, donc on peut l'enlever et on a 2 niveaux de long qui pour moi se sont rajoutés et le prochain niveau étant bien entendu les 1845. On va aller voir les poches de liquidité. Poche de liquidité sur Bitcoin et vous voyez que en effet, on a sur ce mouvement ici qui a eu lieu hier soir, en gros, on a effectivement reversé un petit peu la liquidité. C'est-à-dire qu'on a désormais plus de liquidité en dessous que de liquidité au-dessus. Donc là, le fait de passer de 27 800 à 28 500, donc cette petite hausse de $1000 à peu près, nous a complètement reversé le delta shorter moins longueur sur 5 jours. On est sur un delta désormais qui est positif. Donc voilà, est-ce que cette position ici a été nettoyée? C'est ce qu'on va regarder, si par exemple c'était un x100, et puis là vous voyez que en gros on est peut-être sur un endroit où Bitcoin pourrait venir faire une correction, en tout cas si on se base sur le funding et la liquidité. Cette position ici n'a pas été nettoyée, donc 28 000 on a peut-être quelque chose à prendre, et 28 150 également. Donc repasser sous les 28 000 pour revenir peut-être à l'équilibrium au niveau des liquidités pourrait être une option, comprenez bien ici que j'utilise le conditionnel. Ici sur Ether, on a vu un gros short qui s'est ouvert mais qui a été mangé depuis. C'est ça qui a peut-être retourné un petit peu le prix. Et pour le moment, sur Ethereum, j'ai plus de short que de long, contrairement à Bitcoin où vous avez vu qu'on était sur plus de long que de short sur les 5 derniers jours. Donc Ethereum n'a pas tout à fait son mouvement haussier peut-être. Peut-être que si jamais il montait à 1931, il nettoierait une bonne partie ici de l'action de prix de manière à tout simplement venir nettoyer ces shorters. Pour le moment, on voit que la grosse zone, on va dire, c'est pas des grosses positions, hein, déjà, vous le voyez, on est vraiment ici sur une somme de petites positions qui s'agglutinent. En revanche, la position longue ici, où on aurait pu dire que Ether viendrait corriger, elle a été prise, vous voyez qu'elle a déjà été travaillée. Contrairement à Bitcoin, donc en baissier, voilà, venir perdre les 1819, c'est le niveau que je vous ai montré tout à l'heure sur... pourquoi je vous ai montré 1846 tout à l'heure 1825, alors non, oui, du coup, pardon, ça c'est le niveau que je vous ai mis en avant sur Ether tout à l'heure, et là, en l'occurrence, ça pourrait nous dire que si jamais Bitcoin corrige, Ether peut descendre éventuellement un peu plus bas. Cela dit, bien entendu, vous le voyez là, la liquidité est plus shorteuse que longueuse sur Ethereum, et Ethereum, je trouve, en tout cas, représente en ce moment un total déni d'intérêt, donc, et même la crypto, d'une certaine manière, on voit qu'il n'y a pas énormément, en ce moment, de grosses positions qui s'ouvrent, etc. C'est plutôt calme.
Sur la 12 heures, rien de spécial. Autant de longues que de short, peut-être un peu plus de longues, j'ai l'impression. C'est possible en tout cas que sur les 12 dernières heures, on a eu très légèrement plus de longues. Et puis sur la 7 jours, c'est le même constat que hier, c'est-à-dire quelque chose à prendre au-dessus des 29, quelque chose à prendre en dessous des 27 et potentiellement en dessous des 22,4. Si on regarde là un mois, pas forcément la plus accurate, mais en tout cas on voit cette grosse zone de liquidité ici à 22,5 qui n'a jamais été travaillée jusque là, et on voit la zone de liquidité également jusqu'à 31 200 qui n'a pas été travaillée non plus. Donc en l'occurrence ici, on a plus de liquidité en bas qu'en haut, hein, ça c'est un fait, mais potentiellement on est plus proche des 31 que des 22 à ce stade. Donc pour moi, encore une fois, c'est le fondamental qui va ici donner la transition pour une direction préférentielle. Le problème étant que, à ce stade, vous voyez peut-être que Ethereum a très légèrement travaillé ses longueurs en 12 heures. Sur la 7 jours... sur Ether, on a beaucoup moins de valeur en 7 jours, vous le voyez au-dessus, hein, Ether qui en ce moment vraiment attire assez peu d'open interest finalement. Ici, on a 1795 en bas, potentiellement 1500 sur la 7 jours en tout cas, et sur la 1 mois de mémoire, on est à 1360 en bas, beaucoup de valeur en bas également, et au-delà de $2000 en haut. Plus proche des 2000 effectivement que des 1260, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment la semaine prochaine que potentiellement peuvent se déclencher les catalyseurs qui vont éventuellement donner une direction préférentielle. Alors, on va revenir sur le prix, on va faire une conclusion. À ce stade, pour moi, le prix, il est en contraction. C'est pas que c'est pas tellement la peine de trader, mais à part trader le range, ce qui est tout à fait louable et tout à fait quelque chose qui éventuellement se fait, ou trader la contraction, je vois pas énormément d'intérêt ici à essayer de scalper du 5 minutes ou quoi que ce soit, si ce n'est trouver une position qui peut éventuellement par la suite aller dans votre sens, c'est-à-dire avoir un runner qui vous permet d'être tout simplement dans le bon sens avec le point le plus haut possible qui ne sera pas réattaqué par la suite. À savoir que j'entends que si vous voulez vous positionner en short, il faudra vous positionner à peu près sur cette trend là. Moi c'est ce que j'aurais tendance à faire, et si vous voulez vous positionner en longue, je pense que ce niveau là peut être éventuellement un niveau intéressant sur lequel éventuellement longuer, puisque c'est un niveau qui attaque une trend. Voilà, le fait qu'on tienne absolument cette trend ici en daily, pour moi cette trend en daily elle est pas extrêmement propre là. Vous voyez déjà, même quand on regarde ne serait-ce qu'en 30 minutes, on a vraiment des incursions dessous. C'est vraiment une trend potentielle. Je trouve que la trend qui nous repousse est plus propre que celle qui nous soutient. Vous voyez qu'ici on a assez peu de touches finalement. Donc voilà, en daily, j'aurais pas tendance à dire que c'est la trend du siècle ici qu'on a sous les yeux. Je trouve que celle qui nous repousse est déjà entre guillemets plus propre, avec déjà 4 points de touche. Cela dit, ça veut pas dire que c'est celle qui nous repousse qui va tenir. Encore une fois, vous attaquez une trend avec un niveau. Donc j'aime bien terminer moi sur des toutes petites time frames. Voilà, en ce moment on est vraiment sur la fin de la contraction, si tant est que, encore une fois, celle-ci soit extrêmement perspicace. Je suis pas sûr que ça soit vraiment le cas. Si on la perd, je pense que c'est plus perdre le niveau ici qui serait vraiment quelque chose qui pourrait nous montrer que effectivement on va dans un sens ou dans l'autre, mais en gros, je pense qu'on va avoir beaucoup de résolutions mercredi. Je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité mercredi, que la volatilité va enfin reprendre, et je pense que à ce stade-là, il faudra éventuellement être positionné dans un sens de manière à éventuellement prendre la bonne position. C'est pas mercredi qu'il va nécessairement falloir se positionner, c'est plutôt justement dans les jours qui arrivent là, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. Donc voilà, personnellement, je pense que le CPI sera bon. Je pense que le CPI sera bon, mais je pense que j'ai quand même pas mal de choses qui me disent que potentiellement le prix va baisser. Donc étant donné que maintenant on est quasi au CPI, et que moi mon avis c'est que le CPI sera bon, et je peux me tromper là-dessus, hein, vraiment c'est une analyse vraiment personnelle. D'ailleurs on avait dit qu'on irait voir éventuellement les taux à 2 ans. On va regarder un peu ce qu'ils nous disent en ce moment. Le fait que le CPI... Vous voyez que les taux à 2 ans... On va enlever le log ici. Les taux à 2 ans, en ce moment, ils sont plutôt en train de remonter. Donc, ils sont plutôt en train de pricer le fait que la Fed va revenir, éventuellement, nous remettre une augmentation de 0,25. Ici, on avait eu une correction assez importante qui nous emmenait à penser que la Fed allait pivoter, et là on a eu, ça a repoussé assez fort dernièrement, donc peut-être sur les infos par rapport à l'emploi.
10 avril, non, ça c'était plutôt aujourd'hui. On est en 5 minutes là d'ailleurs. C'est pour ça que je suis un peu. Donc voilà, on a vu, cette correction ici, vous le voyez, en daily, qui nous emmenait à penser que oui, la Fed va pivoter. Vous voyez que le prix ici a perdu, est passé de 5, il a perdu 1,20%, ce qui est relativement énorme. Et ça, c'était, je pense, dans des moments où on était entre guillemets au début de la crise bancaire. Vous le voyez autour du 8 mars. Et là, en ce moment, on est plutôt baissier sur les taux à 2 ans, avec un très léger regain ici en ce moment, à 4%. Donc, les taux à 2 ans vont pivoter avant la Fed. Ils vont nous dire avant la Fed ce qu'il va réellement se passer. Et là, effectivement, on voit que on est potentiellement, en tout cas, sur quelque chose qui est en train de potentiellement, repasser baissier à nouveau. Donc, on peut peut-être se mettre une alerte ici au 4% si jamais il se passait quoi que ce soit. Et je pense que on aura ici des informations par rapport au CPI. En tout cas, les taux à 2 ans sont légèrement en train de remonter depuis ces 3 derniers jours, mais ils ont bien corrigé sur fond de crise bancaire aux États-Unis avec les Silicon Valley Bank, etc. Donc, d'une certaine manière, le marché est peut-être plus en train de pricer un pivot de la Fed qu'une récession, mais si la récession frappe très fort, donc c'est là que les earnings vont être vraiment très importants, parce que si on voit qu'il y a un vrai ralentissement au premier trimestre 2023 sur les gains des sociétés, du coup les gens vont anticiper des dividendes plus faibles, et donc du coup ils vont anticiper tout simplement, ils vont préférer vendre entre guillemets des stocks et repasser éventuellement risk-off, en tout cas, le pivot de la Fed, il est à double tranchant d'une certaine manière. Oui, on a envie d'avoir des informations qui sont récessionnelles, je sais pas même pas comment on dit, parce que c'est ça qui va faire pivoter la Fed. Mais dans un autre sens, si elles le sont trop, eh bien du coup, les gens pourraient se dire, de toute façon, par rapport au niveau actuel, entre guillemets, le bénéfice par action va être exécrable. Donc du coup, je vais plutôt lourder mes assets, attendre que ça corrige plus fortement, et puis ensuite repartir. D'ailleurs, historiquement, d'une certaine manière, c'est assez rare. Là, ici, vous avez l'inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire que les taux à 10 ans en ce moment sont plus faibles que les taux à 2 ans, ce qui n'est pas une situation normale. Et en l'occurrence, on est en train de se rapprocher du zéro là, mais ça n'est pas le cas. Et en général, on va dire que la récession arrive au moment où on repasse plus ou moins, en tout cas, le zéro. C'est-à-dire, il y a quand même une correction plus importante au niveau des actions. C'est pas forcément la récession qui arrive, mais c'est le bottom sur le S&P 500. En général, il arrive une fois qu'on a repassé le zéro ici. Donc, est-ce qu'on n'a pas trouvé bottom sur le S&P 500? Ça, c'est la première question. Deuxième question extrêmement intéressante aussi, donc est-ce que le S&P 500 va faire un nouveau plus bas sur fond de nouvelles narrations qui peuvent être dégueulasses? Deuxième question également, c'est en ce moment, je vous l'ai montré tout à l'heure, on regarde le S&P 500 certes, mais est-ce que on regarde la bonne chose, parce qu'en ce moment on corrèle plus au gold qu'au S&P 500 finalement, donc est-ce que vraiment Bitcoin va réussir sa libération de filiation d'avec le S&P? Troisième également élément qui pour moi est très alarmant, c'est que dernièrement j'ai fait une vidéo là-dessus, l'Arabie Saoudite a dit on va produire moins de pétrole, on va couper la production de 1 million de dollars par jour, ce qui malgré une récession va avoir tendance à faire augmenter le prix du pétrole. Théoriquement en récession, au moment où on brasse une récession, le pétrole va se dire en avance, il va y avoir moins de biens et services qui vont circuler, etc. Il va y avoir une demande de pétrole qui va être moindre parce que l'activité économique va ralentir, donc du coup je corrige. Maintenant, on est dans une situation d'oligopole, de cartel du pétrole, dans lesquels les pays peuvent dire tout simplement, c'est moi qui décide de la planification de ce que je fais avec mon pétrole, et donc du coup, je peux couper la production d'un certain nombre, et du coup, c'est ça qui nous donne effectivement là ici un énorme rebond du pétrole. Vous voyez ce gap haussier, ça c'est la news, comme quoi l'Arabie Saoudite dit, tout simplement, moi je coupe ma production. La Russie l'avait déjà fait, je crois que c'était 500 000 barils par jour, Arabie Saoudite moins 1 million, donc vous comprenez que là le pétrole se dit il y aura moins de pétrole, il y aura donc du coup il y aura une demande, chaque fût de pétrole vaudra tout simplement un peu plus cher. Donc et ça peut être totalement le petit grain de sable qui fait dérailler un petit peu la machine, c'est-à-dire que normalement les prix du pétrole devraient suivre la situation économique. En l'occurrence, on a des pays qui ont tout à fait raison de le faire d'ailleurs, puisque c'est une ressource énergétique stratégique, donc s'ils peuvent le faire, tant mieux pour eux, et qui nous disent, moi tout simplement je vais produire moins, et là en l'occurrence, ça veut dire ta récession, tu vas la prendre quand même chéro, parce que d'une certaine manière, tes prix vont quand même continuer à augmenter, malgré le fait que la demande se calme, parce que les gens gagnent moins d'argent, parce qu'il y a moins d'activité économique, et parce que
que la demande pour les biens et services se calme, cette répercussion du prix du pétrole haut sur les biens et services va quand même avoir lieu, et du coup on aura quand même une inflation qui sera relativement importante malgré un ralentissement économique, et ce par le biais de l'inflation, mais celle sur laquelle la Fed ne peut pas agir, c'est-à-dire l'inflation qu'on va qualifier d'inflation de l'offre, entre guillemets, c'est-à-dire la différence entre le headline CPI et le core CPI. J'espère que c'est pas trop technique, j'espère que ça vous plaît aussi, mais en ce moment, on a vraiment des tas de choses ici qui se mettent, entre guillemets, un petit peu dans tous les sens et qui peuvent faire chauffer un peu le cerveau, au sens où on peut avoir une récession, oui, mais elle ne sera pas réglée par un prix des commodités qui ralentit. On a en ce moment une situation quand même géopolitique qui est relativement tendue, encore plus pour nous en Europe, vous le voyez là par exemple, et ça c'est relativement nouveau aujourd'hui, mais le gaz qui prend 7% aujourd'hui, je sais pas quelle est la news qui fait ça, mais voilà, donc un gaz naturel qui prend 7%, donc on a finalement, il y a que le cuivre, et encore que le cuivre est pas forcément en train de latéraliser, vous le voyez qu'en daily, il a plutôt récupéré un niveau. On a le blé oui, alors le blé pour le coup, là, il est en train de corriger, et ça c'est plutôt une bonne chose, et on a globalement un indice des commodités qui a trouvé bottom sur ce point-là, que j'avais mis en avant il y a déjà de ça un bon moment, et qui à ce moment-là, en ce moment, est en train de revenir directement jouer avec les 61,8. Donc, est-ce qu'on a une structure de retournement sur les commodités? Est-ce que finalement les biens et services vont devenir plus chers malgré une période où l'Occident produit moins, ou entre guillemets où on a un ralentissement économique en Occident? Que va faire la Fed par rapport à ça? Est-ce que la Fed doit attendre que quelque chose casse pour agir, ou alors est-ce que tout simplement elle va commencer à ralentir ici la hausse des taux et à réinjecter peut-être de la liquidité sur le marché? Je pense pas que ça sera le cas. Je pense que politiquement ils vont être obligés d'attendre que quelque chose effectivement casse. Et à quel point ce truc-là casse? C'est-à-dire, si quelque chose casse, est-ce que ça va réellement être comme en 2008, tout un système entre guillemets qui s'effondre? Alors là on a eu les prémices d'une crise bancaire. La Fed a dit: je viens au service des déposants et je suis là, Captain America, j'arrive, je viens tout simplement quoi qu'il en coûte. Là on est sur le quoi qu'il en coûte, c'est vraiment exactement ce qui se passe. Donc plus d'inflation probablement également une période de stagflation, un petit peu comme on avait eu en 78, 83. On va probablement être dans ce type de contexte-là, ce type de contexte qui finalement peut-être favorise également des distorsions sociales. Ça c'est des choses qu'on peut réfléchir aussi après, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on n'est pas sur finalement un setup, admettons qu'on aille au pire de implosion de l'Europe, de guerre civile aux États-Unis, voilà, est-ce qu'on n'est pas sur ce type de setup où l'inflation va déclencher quelque chose de plus important qui aura un caractère plus social? Si c'est pas le cas, c'est plutôt bon. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais si c'est pas le cas, c'est plutôt bon, au sens où ça veut dire que oui, la Fed se remet à imprimer, etc. Et finalement, on repart sur un nouveau quoi qu'il en coûte. On a une nouvelle jambe haussière, et entre guillemets, on décale le problème à plus tard, mais ça nous donnera une jolie poussée sur le marché action. Et personnellement, moi, c'est plutôt une partie entre guillemets de ce que je price actuellement. Il y a une possibilité que effectivement ça soit le cas, c'est-à-dire que on abandonne l'hégémonie du dollar au profit des élections à court terme finalement. C'est un peu ça qu'on peut éventuellement voir dans cette idée-là. Vidéo très longue, excusez-moi, mais du coup voilà, pour ceux qui vraiment je vous aurais gonflé à la fin, je pense que vous avez déjà coupé. Mais on peut aussi voir éventuellement ce setup là qui est tout simplement de dire on retourne dans un quoi qu'il en coûte qui était le même que le Covid. On relance ici une espèce de niveau sur lequel il est possible finalement d'accepter une inflation à 5-6%. Et je crois que politiquement c'est pas réellement possible. Je crois que politiquement on va augmenter les taux parce qu'il y a encore ce traumatisme aussi des années 80 et de Volcker à l'époque qui avait fait complètement exploser les taux à 20% en disant bon bah maintenant on va s'en manger une bonne et puis ça va être réglé. Et je pense que Powell est peut-être dans cette logique là. Maintenant le problème c'est qu'on a des élections l'année prochaine aux États-Unis, donc du coup le timing est relativement serré pour lui pour régler les problèmes, donc ça nous donne aussi pas mal de questions. Il nous a donné une forme de réponse la dernière fois en augmentant
augmentant de 0,25 les taux. Je pense que si là, au 3 mai, il refait une augmentation à nouveau, elle sera à nouveau de 0,25. Je pense que la Fed est pas loin de pivoter, mais je pense que les CPI vont être tout simplement les données, on va y arriver à terminer ce monologue, les données qui vont être vraiment primordiales. Donc si on a une vraie contraction de l'inflation dans 2 jours, on a des bonnes chances effectivement que la Fed pivote. A contrario, personnellement, et c'est ma lecture, et c'est vrai que c'est une lecture qui se condense beaucoup sur le marché de l'immobilier aux États-Unis principalement, qui est une très forte composante du CPI. 43% de la pondération du CPI est en fonction des coûts d'hébergement. Et donc du coup, je pense qu'on aura un bon CPI là, moi, pour le 12 avril. Je suis pas sûr que le CPI du mois de mai sera aussi bon. Je pense que du coup, on commence même à le voir avec le pétrole, etc. et toutes ces choses-là. Mais dans le housing, il va falloir vraiment surveiller ce qui se passe. Et du coup, là c'est l'outil CME, excusez-moi, on va aller sur Trueflation. Là, l'outil, vous le voyez, 7 avril, donc ça c'est pas mal, ça a été mis à jour il y a 3 jours. Le 7 avril qui nous donne un CPI un core CPI pour mars, 0,45, 0,27, ça nous donnerait un core CPI à 5,66 et 5,22 pour le CPI. Donc on va voir les précédents. On a dit 5,66 core CPI et en CPI 0,30 d'augmentation. Donc ça c'est avec l'outil de la Fed. Du coup si on se met sur le CPI du 12, quel est le forecast ? CPI du 12 avril, on a un forecast de core inflation à 0,4 et on a dit que nous on était à 0,3 sur l'outil de la Fed, donc en dessous du consensus. Pour le coup, l'outil de la Fed de Cleveland nous dit en dessous du consensus. Et après, on a un consensus ici à 5,2. Et je vous ai dit 5,66, c'est ça? Non, on était sur le inflation rate. 0,3 pour l'inflation. Donc on va regarder ça. Hop. Inflation. 5,22, donc on serait en dessous aussi, et 0,30 pour le CPI, donc on serait au consensus, je crois, si je me trompe pas. C'est ça, 0,3 et 5,22, on serait largement en dessous du consensus. Donc là, l'outil de la Fed de Cleveland, et j'avais pas regardé cet update du 7 avril, et va plutôt dans ce sens-là. Et sur Trueflation, ce qu'on peut voir en fait, c'est que, alors là on est sur USA, ouais c'est ça, jusqu'à la fin du mois de mars, à peu près, là ici jusqu'au 29-30 mars, on a quand même pas mal perdu, 4,18, et au début du mois de mars, on était à 5,1, donc on a perdu 1% d'inflation sur cet agrégateur de prix en ligne, mais vous voyez que depuis en avril, on a repris en inflation, donc ça c'est important, et surtout sur le housing. 12 février, mars, on a été aussi au début, on a eu une grosse correction au milieu, et sur la fin, on a été plutôt baissier, donc sur le housing, on est plutôt pas mal, encore une fois, puisque lui pondère beaucoup de l'inflation. Donc pour moi, voilà, il n'y a rien qui peut me dire, si ce n'est la hausse des taux d'intérêt à 2 ans, mais en gros, sur l'étude qu'on peut avoir par rapport au CPI, je pense que le CPI dans 2 jours va être bon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut longuer? Ça veut dire en tout cas, si on devait placer par exemple une étude vraiment et aller au fond des choses sur l'idée, que peut-être qu'on prendra la poche de liquidité, pour le coup je vais mettre là-dessus pour vous montrer. Peut-être qu'on prendra la poche de liquidité supérieure avant de prendre la liquidité inférieure. Maintenant qu'on est au CPI et qu'il est censé être bon, moi j'ai toujours dit qu'il y avait beaucoup de liquidité en dessous, etc. Mais peut-être que finalement l'idée c'est de faire une dernière poussée au-delà des 29,3, 29,5 sur fond du CPI, et puis ensuite par exemple on a un petit sell de news, on a quelque chose qui effectivement nous donne cette fameuse correction de liquidité qu'on attend. Ça c'est une possibilité aussi, c'est-à-dire sur fond de la news ça pousse pendant quelques jours, peut-être au 31, et qu'ensuite on ait une correction
peut-être à minima au 25,2 et peut-être potentiellement sous les 22,5. Ça serait peut-être un scénario à jouer. Cela dit, là ici la liquidité elle est quand même pas énorme par rapport à ce qu'on a là, donc pour le moment il y a plus d'argent en dessous que au-dessus, et pour le moment encore une fois on est sur un point où théoriquement les 6 milliards d'open interest nous disent que par le passé en général on a corrigé. Maintenant est-ce que tout est racheté là ici par exemple, est-ce que les market makers qui veulent éventuellement faire descendre le prix n'arrivent pas à le faire tout simplement parce que tout est racheté au-delà des 27 000 $ et qu'en ce moment on a cette espèce de peur du secteur bancaire etc. et cette corrélation au gold qui nous donne un prix très plat. C'est aussi une bonne analyse et une bonne question à se poser. Donc qu'est-ce que dit la demande au spot finalement, et d'une certaine manière vous vous rappelez que quand on a regardé ici, et ça va être une analyse ultra complète du coup, mais voilà, et malheureusement ça prend du temps. Quand on a regardé ici et qu'on était en daily, on était peut-être en 12 heures. Non, on était sûrement en daily. Hop, on va essayer de se remettre bien là. Hop, alors c'est pas grave, on va faire comme ça. On va faire comme ça plutôt. Hop. Vous voyez ici, bon c'est pas grave, on oublie la droite, vous voyez ici que la demande au spot elle est complètement plate, et ça depuis le 19 mars effectivement, et on avait marqué au fer rouge, on avait écrit en lettres d'or au vestiaire la date du 23 mars comme étant un peu une date pivot, un moment où finalement le marché ne suit plus le marché action, et là effectivement on a une demande qui est constante pour le Bitcoin, et ça depuis le 19-20 mars. Donc c'est intéressant, c'est une période intéressante, vraiment, c'est une période même passionnante je dirais, pendant laquelle il va falloir regarder un petit peu dans tous les sens, essayer d'appréhender vraiment bien ce que peut nous dire toutes les narrations dans leur ensemble, et c'est pour ça que je voulais faire ce gros point sur la semaine à venir aujourd'hui, et sur tous les tenants et les aboutissants des narrations éventuelles qui peuvent éventuellement ici, encore une fois, nous dire où va aller le prix. Donc pour moi le CPI va être très bon. Par contre, celui de mai, je pense qu'il va être vraiment dégueulasse. Ça, c'est mon avis. Mais voilà, pour moi, on va attaquer ici un mois d'avril vraiment immonde. Ça risque d'être vraiment dégueulasse en mai. Je sais pas ce que vont donner les earnings. Pour le moment, on a eu de la tech qui finalement a commencé à licencier. Et puis ensuite, là, en ce moment, visiblement, ils sont en train de réembaucher. On a eu des informations contradictoires sur le marché de l'emploi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu un marché de l'emploi qui nous disait, on accumule moins de jobs, mais finalement on reste à 3,5 de chômage, en deçà du consensus. Alors après pour moi le taux de chômage, il y a des ajustements saisonniers qui sont il vaut mieux suivre pour moi les rapports ADP presque que les rapports du bureau du BLS, du bureau Labor of Statistics, enfin celui qui va calculer, ou c'est peut-être le bureau des études économiques, les BEA, je sais plus. Mais bon, bref, ici, il faut être extrêmement perspicace et à la fois prudent. Et il y a beaucoup, vous le voyez ici, d'ajustements qui vont être exogènes et qui vont malheureusement donner ici la direction. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez réussi à tenir 56 minutes, je vous dis bravo. Probablement très confus à la fin, mais vous voyez qu'on a parfois aussi, j'aime bien réfléchir à haute voix, et même moi finalement je m'y retrouve dans cette routine également de vous parler tous les jours, parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles c'est important d'avoir cette espèce de process où vous comprenez bien comment toutes les cases peuvent s'imbriquer ou ne pas s'imbriquer. Et en l'occurrence pour moi on est vraiment à un endroit charnière ici, extrêmement intéressant, sur lequel finalement tout peut arriver, mais j'ai pas le sentiment que sur, en tout cas la crypto, le pire soit à venir. J'ai l'impression qu'on a déjà plus ou moins quand même passé le pire. Pour moi, si ça corrige encore une fois assez fort, 22,5 ou voire jusqu'à 18,5, c'est pas réellement un problème en soi. Ça permettra juste des nouveaux points d'entrée, etc. Mais j'ai plutôt quand même l'impression que même au niveau régulation, tout a été un peu tenté pour essayer de mettre des bâtons dans les roues, et que c'est quelque chose qui n'est réellement pas en train d'arriver. Les gens n'achètent pas entre guillemets cette narration là. J'ai l'impression que par contre on essaye d'écarter effectivement un bon paquet de personnes du secteur crypto.
surtout les petits investisseurs finalement, soit en leur faisant peur d'un côté, et ça c'est plutôt un signal d'achat, soit tout simplement en leur faisant, en leur coupant les ponts qui permettent d'accéder, hein. On se rappelle de Signature ici, qui avait été interdit sur Binance, etc. On se rappelle de minimum 100 000 $ si vous voulez investir sur la crypto pour passer par certaines banques, etc. On se rappelle, enfin voilà, il y a toute une narration en ce moment qu'il faut vraiment bien suivre et qui effectivement est globalement, je ne crois pas qu'elle soit anti-crypto, voilà, pour moi c'est pas l'idée. Je pense que c'est plutôt l'establishment qui essaye tout simplement de rattraper ce train qu'il a finalement quelque part un petit peu manqué par le passé. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, venez nous rejoindre éventuellement sur le Discord. En ce moment, je suis super pris à côté, donc j'ai assez peu de temps sur le Discord, malheureusement. Je m'en tiens vraiment à la vidéo journalière, mais je vais revenir à partir de, je pense, demain après-demain, même aujourd'hui là je vais avoir un petit peu de temps en fin de journée, je vais vraiment ici aller faire le point un petit peu avec tout le monde sur le Discord, etc. Mais en ce moment j'ai un gros truc à faire à côté malheureusement, et du coup ça me prend une bonne partie de mes journées. Mais je pense que je vais revenir au trading, au scalping et à toutes ces choses là ouais voilà, d'ici demain, et certainement demain soir à mon avis ça va être réglé cette histoire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, c'est-à-dire une question qui nous permet de converser de choses et d'autres. En ce moment, j'ai fait pas mal de questions sur l'adolescence et sur quand on était un peu des teenagers. Et j'espère qu'il y en a dans l'audience, qu'il y a des gens qui le sont toujours. Est-ce que j'ai une bonne idée là, tout de suite, de questions à la con sous la main? Oui, est-ce que vous vous rappelez de votre première cigarette, si vous en avez eu une, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont pas eu. Mais voilà, est-ce que vous vous rappelez avec qui c'était, etc. Et éventuellement, racontez-nous l'histoire. Est-ce que vous avez toussé? Est-ce que vous avez crapoté? Vous avez vraiment avalé la fumée comme un grand? Voilà, question à la con, mais j'aime bien cette petite tradition de poser une question un peu foireuse en fin de vidéo. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle météo. Encore une fois, rejoignez-nous sur le Discord et mettez un like, surtout si vous êtes resté jusque là. Encore une fois, bravo, à demain, ciao.